Merci beaucoup pour cette invitation. C'est un plaisir d'être là, parler avec les jeunes qui parlent d'énergie. Nous, on est scientifiques. On ne parle pas ni d'argent ni d'énergie, on reste le géologue et géophysicien. Alors, je vais parler anglais, parce que comme ça, je suis sûr que je sais ce que je dis. Je ne fais pas la bêtise, ça. Alors, je vais donc parler des hydrates de méthane. Donc, je dirais qu'il y a beaucoup d'arguments pour et contre les hydrates de gaz ou de méthane. Et aussi, concernant les effets de ces mêmes hydrates de méthane sur le réchauffement climatique. Moi, je suis moitié pour, moitié contre, personnellement. Ça fait 20 ans que le débat fait rage là-dessus. Donc, je vais juste vous introduire, si je peux me permettre, au sujet des hydrates de méthane, parce que je ne sais pas, vous êtes peut-être un public d'origine très diverse et je préfère esquisser les rudiments de tout cela. Si vous connaissez ça par cœur, vous pouvez vous endormir pendant ma présentation, dit l'orateur. Je vais donc parler rapidement de comment on fait pour localiser ces hydrates de méthane. Comment on peut donc localiser ces hydrates de méthane? Et quand on les a localisés, quel est l'effet de ces hydrates de méthane sur la stabilité du fond marin? Aussi, je vais parler du débat qui fait rage depuis 20-25 ans maintenant concernant les hydrates de méthane et le changement climatique. Et comme vous vous préoccupez beaucoup des ressources énergétiques, je vais en parler de ce point de vue-là aussi. Et vous savez peut-être que l'industrie pétrolière a souvent considérer les possibilités des hydrates de méthane comme étant des possibilités à double tranchant. Et je vais dresser quelques conclusions. Donc, c'est quoi les hydrates de méthane? C'est un peu comme la glace. C'est de l'eau et c'est du gaz, donc du méthane. À une certaine température, les molécules de gaz sont piégées dans les molécules de l'eau et ça devient de la glace. Pas à zéro, mais à des températures plus élevées. Et les hydrates les plus communs sont les hydrates de méthane, parce qu'il y a des hydrates de différents gaz, mais c'est surtout le méthane, des hydrates de méthane qu'on trouve. Donc voilà la représentation des molécules en question qui sont piégées. Il s'agit d'un mètre cube de gaz, d'hydrate, donc, qui va avoir 64 fois plus de gaz comme volume. Donc, on les trouve où, ces hydrates? C'est surtout en eau profonde, dans les sédiments, en fait, en dessous, dans le fond marin, et dans le permafrost. Et à une température donnée, à une pression donnée, vous voyez la courbe du méthane. Ça devient hydrate dans certaines conditions de pression et de température. Même chose pour le CO2. Ça, c'est pour le méthane, mais pour le CO2, il y a des hydrates de CO2, mais à une température un peu plus élevée. Donc, en dessous, le fond marin. Donc, on trouve ces hydrates de gaz dans les sédiments sous les mers très profondes, dans les fonds marins, généralement au-delà de 500 mètres de profondeur d'eau. Et ceci à plusieurs centaines de mètres en dessous du fond marin et aussi dans le permafrost. Donc, il faut savoir que le gaz dans l'eau ne va pas créer des hydrates. Non. Ça se passe sous le fond marin. Regardez le schéma que voici. En fonction des pressions et des températures, il y a des hydrates de gaz qui vont se former là ou là, mais pas ailleurs. Vous voyez le navire qui essaie de les localiser. Mais c'est
est en fait que si on essaye de forer un trou dans la glace, ça fond. Et si on fait fondre trop, ça va tout déstabiliser. Et il y avait une préoccupation au début des années 90 que ça allait déstabiliser. Le forage même allait déstabiliser la ressource. Donc, depuis 20 ans, on a surmonté cette crainte. J'en parlerai tout à l'heure peut-être un peu, mais pour conclure, là-dessus, je dirais qu'on a besoin de bulles de gaz et il faut que ça soit bien en dessous dans les sédiments que je viens de vous montrer. Vous avez les plaques tectoniques ici que vous voyez. Moi, je me suis beaucoup occupée de la sismicité. Dans le passé, j'adore ça. Donc, vous voyez la formation des hydrates dans les sédiments. Ça peut être des sables ou autre chose. Et les hydrates de gaz se forment dans ces conditions. Il y a des gaz qui peuvent sortir et émerger dans l'eau, mais il y a aussi des bactéries qui adorent ces hydrates de méthane, qui vont bien sûr digérer, avaler et digérer les hydrates de méthane pour partie au moins. Il faut savoir qu'il faut un certain volume de gaz libre pour pouvoir monter à la surface. Une fois que ça monte à la surface, ça devient des hydrates. Et la température, c'est entre 2 ou 3 degrés. Ça, c'est la température du fond marin. Donc, les hydrates se forment à 10 degrés et à plusieurs centaines de mètres de profondeur sous le fond marin. Ici, vous voyez le gaz libre qui migre et qui forme une colonne de gaz. Parfois, il y a des couches de sable qui sont d'une grande perméabilité autour. Et dans certaines configurations, il y a beaucoup de grandes quantités d'hydrates qui sont formées. Mais ce qui freine la formation des hydrates, c'est la salinité. Ça ralentit la formation des hydrates de gaz. Et très rapidement, comment on peut les chercher, les localiser, ces hydrates? D'abord, on peut utiliser le ROV. Vous voyez ici, c'est le ROV là, qui va chercher les hydrates dans le fond marin. Ça, c'est dans le golfe du Mexique, par exemple. Ou bien on peut forer, mais le forage s'avère très coûteux. Ce n'est pas comme à terre. Forer dans le fond marin, ça coûte 10 fois plus cher que de forer sur terre. Donc, il faut procéder intelligemment à cause du coût. Ça, j'en parlerai pas. On utilise des méthodes sismiques. C'est peut-être pas pertinent pour cette conférence-là. Mais une chose dont on a parlé tout à l'heure qui est importante, c'est qu'on parle en sismicité de canons. Et ce n'est pas pour tuer des gens, vous inquiétez pas, ça ressemble à des canons. Mais on utilise cela, on appelle ça des canons, et c'est pour faire nos études sismiques. Et ça nous aide, ces canons nous aident à produire nos images sismiques. Voilà la mer, et puis en dessous, vous avez les sédiments bien formés, différentes couches, différentes strates. Et vous voyez le reflet ici, qu'on appelle le BSR en anglais, qui nous permet de localiser la zone de présence des hydrates. Mais après, il faut quantifier. Une fois qu'on a détecté la présence, il faut pouvoir quantifier. Et on a une petite idée quand on regarde ces images, mais on n'a pas de précision quant à la quantité. Les enquêtes sismiques
sont menées à bien, notamment au Japon. Ici, c'est par un institut français qui le fait au Japon, jusqu'à plusieurs kilomètres. Hein. Donc, on peut faire ce type d'enquête sismique en 3D pour détecter ces présences grâce aux reflets BSR, mais qui peuvent se situer à différents niveaux. Il y a différents niveaux de stabilité, donc il y a toutes sortes de stabilité et on voit le reflet de tout cela, l'image de tout cela sur les images sismiques. Donc, s'il y a présence d'hydrates dans les sédiments, ça va améliorer la vitesse sismique. S'il y a du gaz, ça va diminuer cette même vitesse sismique. Par contre, et si on ne fore pas, comment on peut quantifier ce qu'il y a? Au début des années 90, on utilisait la vitesse sismique. Et à cette époque-là, on considérait que c'est une méthode très peu stable et puis aussi que on évoquait beaucoup le triangle des Bermudes, vous vous souvenez à l'époque. Donc, à l'époque, c'était pas, ça n'avait pas bonne presse. Donc, on se préoccupait du fait de forer des trous dans des zones qui pouvaient être sismiques. Et on ne voulait donc pas déstabiliser les hydrates et c'était pas une possibilité. Il a fallu donc chercher une autre voie pour quantifier les hydrates en présence. C'était mal vu d'aller forer. Et à l'époque, j'étais très jeune et j'ai assisté à une réunion avec des collègues à l'époque et à cette réunion, on a proposé de faire un forage dans un endroit donné qui était à Cascadia Margin. C'était en 1992. Vous voyez les images sismiques avec les BSR qui servaient de base. On a fait des analyses quantitatives à l'époque et pendant qu'ils faisaient le forage, on a analysé les données qui sortaient en même temps. Et donc, voici les enregistrements obtenus grâce au forage. Et nos résultats étaient publiés. On avait prévu qu'il y aurait pas mal de gaz libre et que au-dessus, après, qu'il n'y aurait pas beaucoup d'hydrates. C'est ce qu'on avait dit, alors que d'aucuns croyaient qu'il y avait beaucoup d'hydrates dedans. Mais grâce aux méthodes BSR, on a pu apporter la preuve qu'il n'y avait quasiment pas d'hydrates là-dedans. Et on a pu apporter la preuve que la quantité était minime finalement. C'est une méthode géophysique qui était assez valable. Comme vous avez vu, là, c'est dans le golfe du Mexique. On trouve des hydrates même à surface, là, comme vous voyez sur le petit monticule. Et puis, il y a des collègues qui ont trouvé comme un torchère de gaz qui sortait du fond marin avec un moyen utilisant des ultrasons. On a pu voir ça. Ce n'est pas du gaz qui brûle, c'est juste le reflet sur l'image qu'on voit bien, qui sortait dans l'eau. Il n'y avait pas d'intervention humaine. Ça s'est passé tout seul. Donc, on a vu qu'il y avait beaucoup de méthane qui était là, qui était à cet endroit-là. Parfois, en forant, on trouve pas mal d'hydrates, mais généralement, c'est intégré dans les sédiments. Ce n'est pas visible à l'œil nu. C'est dans les interstices que ça se passe, c'est interstitiel. Et ça, c'était dans les années 90. Mais depuis, on a fait beaucoup de progrès.
l'ODP, l'IODP, le DOE aux États-Unis, les Canadiens, les Japonais, les Indiens. Il y en a beaucoup qui ont déployé des efforts pour essayer de localiser les hydrates de gaz. Ça fait depuis 25 ans qu'on essaie de cartographier la présence des hydrates de gaz sur la planète. Vous voyez des points. C'est aussi basé sur les études sismiques. On en trouve un peu partout dans les zones côtières et aussi sous le permafrost en Russie, au nord des États-Unis, au Canada. Et donc, ça pourrait représenter des ressources intéressantes. Est-ce qu'on peut chiffrer la quantité de ces ressources? Ce chiffre, il bouge tout le temps. Si on prend tous les hydrocarbures au total, mais ça c'est difficile de mettre un chiffre là-dessus aussi, hein. Et si on voulait mettre un chiffre sur les combustibles fossiles, on dirait que c'est peut-être la même chose, peut-être la même quantité. En tout cas, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Comme ressources, il y en aurait en abondance. Mais s'il y a une certaine quantité de méthane qui est libérée dans l'atmosphère, ça va avoir un effet contre-productif sur le réchauffement climatique. Donc, si on fore, on peut déstabiliser et libérer du méthane. Mais il y a des centaines de publications de matière. Je ne vais pas aller dans tous ces détails, mais il y a risque de fuite de méthane. Et là, c'est un exemple réel que je cite ici. Vous voyez la pente qui est très raide. Si vous avez une couche de gaz tout en bas, s'il y a un petit peu d'activité sismique, on peut tout déstabiliser. Même figure qui décrit une autre figure, pardon, qui décrit la même chose. Dans ces configurations-là, on s'expose à des problèmes. Là, c'est la Nouvelle-Zélande. Vous voyez les hydrates de gaz qui sortent de la zone de stabilité et il y a un éboulement, il y a un glissement de terrain. On ne sait pas si c'est dû aux hydrates de gaz ou non, mais la déstabilisation-là peut être associée à la présence des hydrates de gaz. Et là, ce sont les données de réfraction sismique. Vous voyez, ici à la surface, il y a un peu d'érosion et c'est probablement dû au glissement de terrain qu'on a vu. Et quand j'ai travaillé sur les hydrates de gaz il y a longtemps, déjà, on avait étudié ce glissement de terrain, Storegga, qui a eu lieu à peu près il y a 8200 ans, à peu près, c'est ce qu'on estime au moins, et puis qui est censé avoir créé un tsunami de 16 mètres de hauteur dans la mer de Norvège. Et en Écosse aussi. Et voilà, c'est un glissement de terrain qui a fait l'objet de beaucoup d'études. Le fameux glissement de terrain Storegga, il y a très longtemps, il y a 8200 ans. Je vous renvoie à toutes les publications qui parlent de ça. Mais les effets des hydrates de gaz sur le changement climatique. D'abord, il y a beaucoup de méthane qui est stocké dans les hydrates de gaz. 3000 fois plus ce qu'on trouve dans l'air ambiant ou dans l'atmosphère. Donc, c'est un gaz à effet de serre potentiellement puissant et les hydrates de gaz ont tendance à fondre quand la température s'élève. Donc, s'il y a réchauffement climatique, ça va réchauffer la température des mers et donc les hydrates vont avoir tendance à fondre. Ils vont rentrer dans l'écosystème et vont avoir des effets pervers. Et on a pu remarquer des marques dans les images sismiques qui témoignent de cela.
Vous voyez les reflets, donc BSR ici, et les petites marques que je vous montre ici avec le laser, c'est le point bas et le point haut de la dernière ère glaciaire qui sont représentés par ces marques en haut et en bas. Mais il nous faut faire plus de recherches pour prouver ou invalider cette hypothèse. Mais comme je disais tout à l'heure, quand on monte vers le nord de la Norvège, on voit qu'il y a dégagement de méthane par la nature et sans intervention humaine qui sort comme ça. Vous voyez, c'est assez impressionnant à voir. On appelle ça des torcheurs, ce n'est pas vraiment des torcheurs, mais ça ressemble. On voit ça par les ultrasons. Et là, c'est la vue agrandie de la même chose. Où vous voyez ces torcheurs, comme on les appelle. Donc, on ne sait pas. Ça fait 20 ans, je dirais, que la communauté scientifique a surfer sur cette vague pour obtenir des fonds, des financements. Mais au bout de 20 ans de recherche, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que le climat ou les changements au niveau des océans vont impacter les hydrates de gaz? On ne sait pas. C'est toujours un point d'interrogation. Et est-ce que ces hydrates de gaz vont affecter ou impacter le climat ou les océans? Point d'interrogation aussi. Il nous faut répondre à ces questions, donc faire plus de recherches. On peut dire que certains ont émis des hypothèses concernant les grands rots océaniques, comme on les a appelés, qui pourraient se produire. Mais on n'a pas assez fait de recherches. Il faut faire plus de recherches, comme je disais, en la matière pour avoir plus de données précises. Au Japon, on a fait une expérience, on a conduit une expérience cette année. L'Inde avait déjà travaillé dessus depuis 20 ans. La Chine commence et le Japon, il travaille activement depuis les années 90. Des études académiques par les universitaires et je pourrais vous montrer même des résultats qui viennent de Malik au Canada. Là, c'est le puits de Malik au Canada. L'expérience était conduite en 2008. On a récupéré 13 000 mètres cubes de gaz, donc de méthane, en 6 jours. Parce qu'il y avait eu déstabilisation des hydrates de méthane dans cette zone. Quand on déstabilise, on le fait par le biais de la température, de l'eau chaude. Dans ce cas-là, ce n'est pas la fracturation. Ça aurait des effets négatifs ou on diminue la pression. On fait une dépressurisation. Ici, le réservoir était constitué de sable. Et l'expérience était menée à bien pendant presque une semaine et les scientifiques ont pu avoir plus de données précises. Si on passe à l'Alaska, le potentiel d'hydrates de gaz en Alaska, il y a beaucoup de permafrost, évidemment, en Alaska, 145 000 km². Donc, c'est plus grand que la mer du Nord. Il y a énormément de permafrost. Et il y a beaucoup de potentiel donc en Alaska. Au Japon, on a fait des expériences, des essais. On a fait tourner des modèles avec la dépressurisation, notamment pour libérer le gaz. Mais ce n'était pas très réussi, en fait, parce qu'il y a eu affaissement. Vu la déstabilisation, ça s'est
pas mal affaissé. Il y a beaucoup de sable qui sont rentrés sur le site et voilà, donc ça a posé problème. Mais des tests ont été effectués et il semble que l'on se dirige dans la bonne direction. Une idée qui a été évoquée, c'est d'utiliser le CO2, injecter du CO2 en quelque sorte à la place de l'eau. Ainsi, cela permettrait de remplacer le méthane par du CO2. Cela diminuerait la température. C'est un véritable changement dans la communauté. Ces 20 dernières années, le comité a mené des progrès importants et il est possible que nous puissions produire des hydrates de gaz à partir des technologies que nous avons développées. Il y a des mythes qui ressemblent beaucoup à ceux que Marc évoquait précédemment, des histoires qui tournent. Le premier mythe, c'est que le gaz est un tueur climatique. Il y a l'idée également que des explosions de type Deepwater Horizon pourraient avoir lieu. Il suffirait d'enlever la plateforme, alors la situation serait stable. Évidemment, il faut s'intéresser à la stabilité et le rôle dans le réchauffement climatique. C'est également quelque chose sur lequel nous devons nous pencher. Aujourd'hui, nous avons des technologies qui nous permettent d'extraire le gaz, mais beaucoup reste encore à faire. Il faut travailler sur le forage, stabiliser les modèles, travailler sur les modèles économiques. Est-ce que c'est viable? Bien sûr, l'argent compte, mais il faut encore attendre de nombreuses années. En conclusion, il y a de nombreuses questions qui restent sans réponse, mais les hydrates de gaz pourront être une des plus importantes sources d'énergie. Nous devons explorer la possibilité de son exploitation de manière intelligente, sinon nous n'irons pas très loin. Merci de votre attention.